Le monde, notre monde, est-il plus imprévisible aujourd'hui qu'hier? À suivre la course folle de cette information mondialisée en temps réel, où les images les plus surprenantes se succèdent sur les écrans, le citoyen en est à se demander si le dérèglement, l'aléa, le hasard n'est pas devenu la constante de nos vies, de nos sociétés. Comme si plus rien ne pouvait être prévu, planifié. Qui aurait imaginé qu'un tsunami allait non seulement ravager le Japon, mais aussi remettre en cause le second souffle de l'industrie nucléaire? Qui avait prévu que l'immolation par le feu d'un jeune Tunisien allait enflammer l'ensemble du monde arabe avec toutes les conséquences en chaîne sur l'Europe et le reste du monde? Qui aurait imaginé, il y a encore quelques jours, que Dominique Strauss-Kahn croupirait dans la cellule d'une prison new-yorkaise? Comment faire face à cette mondialisation des incertitudes, des risques? Peut-on tout modéliser et à quel prix? Ce monde globalisé peut-il faire face et comment à des risques globalisés eux aussi? N'y a-t-il pas des limites à la solidarité, à la mutualisation des risques systémiques? Pour évoquer tous ces sujets ô combien d'actualité, Xerfi Canal a invité le patron de la SCOR, le 5e réassureur mondial. Denis Kessler, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ce qu'on appelle un fort en thème. Je suis très petit face à tous vos diplômes, avec une batterie effectivement de diplômes qui couvre une large palette. HEC, Sciences Po, une agrègue de sciences sociales, un DEA de philo, puis une autre agrègue de sciences économiques cette fois. Alors après une carrière d'universitaire, vous avez travaillé pas mal avec Dominique Strauss-Kahn à l'époque, vous vous dirigez il y a 20 ans vers l'assurance qui sera et qui est votre domaine de prédilection. Pendant une douzaine d'années, vous présiderez la Fédération française des sociétés d'assurance et pendant 3 ans, vous cumulerez cette fonction avec une vice-présidence du MEDEF. Vous formiez alors un tandem célèbre avec Ernest-Antoine Sellière. Vous êtes à l'origine de la transformation du CNPF en MEDEF. En 2002, vous prenez la présidence de la SCOR, alors en déficit. 8 ans plus tard, les 420 millions d'euros de déficit, 418 exactement je crois, se sont transformés en 418 millions de bénéfices. Mais cela, c'était avant le tsunami. Alors, est-ce que le tsunami va avoir des conséquences sur la SCOR et sur les résultats de la SCOR? Ça aura des conséquences au premier trimestre, mais tout est fait pour que d'ici la fin de l'année, les résultats se redressent. On a protégé le groupe par des contrats qu'on appelle de rétrocession. Nous avons fait des obligations catastrophes. Nous avons même un dispositif qu'on appelle de capital contingent, de façon à ce que si d'ici la fin de l'année, il y avait des grands événements, par exemple une grande tempête en Europe, mais vraiment comme celle de Lothar et Martin en 1999, ou une série de graves ouragans et cyclones aux États-Unis, eh bien nous soyons quand même en bénéfice. Les probabilités de ces événements sont très rares. Il faut savoir que le tremblement de terre au Japon, c'est un événement tous les 250 ans. Un événement tous les 250 ans, il y en a... Ils ont tendance à se multiplier, les tremblements de terre, non? Non, les tremblements de terre sont la plupart du temps aléatoires. Ce qui a été particulier cette année, c'est que nous ayons eu 2 tremblements de terre consécutifs en Nouvelle-Zélande, un tremblement de terre au Japon, et qu'à la fin de l'année dernière, nous ayons un gros tremblement de terre en Haïti et surtout un très très gros tremblement de terre au Chili. Au Chili aussi, oui. Alors on est en train de réfléchir, je peux vous le dire à l'heure actuelle. Généralement l'hypothèse c'était que les tremblements de terre n'étaient pas corrélés les uns aux autres et donc ils étaient purement aléatoires. Et on est en train de réfléchir à éventuellement modifier cette hypothèse et considérer qu'il pourrait y avoir le jeu de tectonique des plaques oui. ferait que peut-être qu'il y a la globalisation des tremblements de terre. Des réactions en chaîne. Les plaques bougeant les unes par rapport aux autres, eh bien, il pourrait y avoir une certaine forme de corrélation entre les tremblements de terre. Mais ça, c'est une hypothèse de travail, ce n'est pas encore introduit dans les modèles. Est-ce qu'on a déjà un premier chiffrage de la catastrophe au Japon? Oui, grosso modo, c'est un sinistre qui va être aux alentours de 35 à 50 milliards de dollars. Pour les compagnies d'assurance. Pour les compagnies d'assurance, ce qui est déjà tout à fait considérable. Alors après, il y a évidemment toutes les conséquences pour l'État, pour l'économie japonaise. L'économie japonaise vient de connaître un trimestre de récession et on voit une production industrielle qui a baissé quasiment de 15% au premier trimestre. Donc le coût pour le Japon est bien supérieur au coût pour l'assurance. Mais le coût pour l'assurance, on parle de 300 milliards de dollars? Oui, à peu près. Mais c'est quand même un coût pour l'assurance qui est un des grands sinistres historiques. Et ceci sans tenir compte si Fukushima se passe plus mal que prévu? Non, parce que Fukushima, on ne maîtrise pas toujours. Oui, mais nous n'assurons pas les centrales nucléaires contre le tremblement de terre.
Et donc c'est exclu de nos garanties tout simplement parce que nous considérons que c'est un risque qui relève de la solidarité nationale. Oui. Et en d'autres termes, c'est l'État japonais qui donne sa garantie. C'est d'ailleurs le cas dans d'autres pays au monde, tout simplement parce qu'à des moments de capacité, on ne peut pas couvrir des risques aussi gigantesques. En France, les centrales nucléaires ne sont pas couvertes par les assurances ? Il y a un pool national qui fait qu'en cas de graves problèmes sur une centrale nucléaire, il y aura des indemnisations qui seront versées par un régime public auquel nous contribuons et auquel nous participons. C'est ce qu'on appelle le pool nucléaire. Et il y a un pool nucléaire en France, il y a un pool nucléaire en Suisse, il y a un pool nucléaire au Royaume-Uni. Bref, tous les pays qui ont l'énergie nucléaire ont mis en place des dispositifs qui sont des partenariats publics-privés parce que les problèmes de capacité, l'explosion d'une centrale nucléaire peut être véritablement catastrophique pour un pays. Et encore une fois, nous n'avons pas le droit, nous, de mettre tous nos fonds propres dans un seul risque. Et est-ce que vous pensez que le Japon va avoir un réel problème de production d'électricité, ce qui est déjà le cas, puisque Fukushima, c'est fini, il y a une autre centrale qui a été fermée, et visiblement, les centrales japonaises n'avaient peut-être pas le niveau de sécurité nécessaire, situées généralement en bord de l'eau, qui n'ont pas de fleuve. Il faut faire attention aussi. Il faut savoir que la vague qui est venue submerger la centrale de Fukushima semble avoir eu 27 mètres de haut. Alors, c'est le tremblement de terre qui est le plus important sur l'échelle de Richter. L'échelle de Richter, elle n'est pas arithmétique, elle est géométrique. C'est-à-dire que quand vous passez de 3 à 4, c'est pas la même chose que de passer de 8 à 9. Or là, nous étions à l'indice 9. 9, il n'y a plus rien au-dessus. Donc c'est le tremblement de terre le plus violent de ces 140 ans, depuis qu'on enregistre les tremblements de terre au Japon. Donc quand vous avez un événement de ce type-là, une vague de tsunami qui est absolument sans équivalent, il y a des moments où ce qu'on appelle la fin vous savez, on a des queues de distribution, on a des distributions de risques. De temps en temps, tout au bout de la distribution des risques, ce qu'on appelle les événements extrêmement rares mais extrêmement graves, eh bien, vous pouvez toujours essayer d'imaginer tous les moyens de protection. À l'impossible nul n'est tenu. S'il y avait un météorite qui tombait sur Paris, comme le météorite qui a ravagé la Sibérie au début du XXe siècle, eh bien à ce moment-là, vous auriez évidemment des dégâts absolument considérables. Qui aurait pu prévoir les dégâts du World Trade Center à l'aide de 2 avions qui a coûté en termes financiers, en termes de vie humaine, un désastre qui a eu un impact mondial. Donc il ne faut pas non plus dire en permanence que tout aurait pu être mis en œuvre pour empêcher des grands sinistres. L'histoire nous montre que malheureusement, il y a des risques extrêmes, que les risques extrêmes se manifestent, même si, dans des conditions particulières, on a tout fait pour éviter qu'ils se manifestent. Vous avez comparé le séisme japonais à celui de Lisbonne en 1755. Et ce séisme de Lisbonne marquait une rupture de société, de civilisation. Oui, c'est historique. Hein, on est le jour de la Toussaint, 1er novembre 1755. Tous les habitants de Lisbonne sont en train de prier à l'église. Et puis, c'est pas un tremblement de terre, c'est un tsunami. Alors, on a appelé tremblement de terre. En fait, on a fait des travaux. Et le tremblement de terre de Lisbonne s'est produit à peu près à 1700 km de Lisbonne, entre la faille d'Amérique du Sud et la plaque africaine. Et les minarets au Maroc sont tombés, et on a trouvé des choses extraordinaires. On a trouvé des travaux d'historiens qui ont montré qu'une vague a traversé l'Atlantique, est arrivée en Guadeloupe et en Martinique, et ils avaient mis des tas de pierres à l'endroit où la vague est arrivée. On a également pu démontrer que l'Écosse et les fjords d'Écosse ont été ravagés par cette vague. Donc c'était un tsunami qui a ravagé cette ville. Pourquoi ça a eu un rôle historique aussi important que Voltaire a tout de suite vu? C'était comment Dieu peut-il détruire une ville dans laquelle les habitants sont en train de prier un jour de la Toussaint. Ceci ne peut pas être la manifestation d'une volonté divine, mais c'est sans doute l'aléa. Et je pense que le tremblement de terre de Lisbonne et son interprétation à l'époque par tous les intellectuels et tous les commentateurs européens a fait qu'on est passé de l'ère du fatum, du destin inexpliqué dans lequel on voyait d'abord et avant tout l'intervention de Dieu, et à passer à
plutôt une approche rationnelle dans laquelle il y a des faits qui peuvent s'expliquer par notamment la science, par les progrès scientifiques. Et ce n'est pas un hasard si c'est produit exactement au moment où on a vu apparaître les thèses la société industrielle, Adam Smith, Ricardo, etc. La société industrielle et des explications qui n'étaient plus... donc ça a été la fin de l'ère du destin et le début de... Et là, alors ça marquerait la fin de quelle ère et le début de quelle autre ère? Là, pour le moment, depuis 10 ans, il se passe... on rentre dans une nouvelle ère. Depuis 10 ans, on assiste à ce qu'on appelle des chocs globaux. Avant, on avait des chocs régionaux. On avait un choc qui affectait une partie du monde et qui s'arrêtait là. Comme vous savez, quand vous jetez une pierre dans la mare, ça s'éteint et les vagues disparaissent. On est entré dans une ère de chocs globaux. Le World Trade Center est un choc global. La crise financière a été un choc global. Et le tremblement de terre du Japon est un choc global. Un choc global, c'est-à-dire que c'est un choc qui se produit à un endroit de la planète, mais qui a des conséquences sur la totalité des pays du globe, et des conséquences qui vont s'amplifier, qui vont interagir avec d'autres phénomènes. Et donc nous sommes effectivement rentrés dans l'ère de la globalisation, mais dans la globalisation, il y a des chocs globaux. La faillite de Lehman a des conséquences sur le système bancaire mondial. Fukushima et le tremblement de terre au Japon, on le voit, a des conséquences sur le fonctionnement de l'industrie automobile. On va en dire un mot, mais autre conséquence globale, je crois par exemple dans ce qui s'est passé au Maghreb, ce sont plus des émeutes au départ de la faim à cause de la hausse du prix de la farine, du sucre, etc. Et c'est la conséquence de la hausse des matières premières et des phénomènes de sécheresse l'année dernière, non ? Oui, il y a des phénomènes de choc qui sont intéressants. Ils naissent, par exemple, c'est un choc de type catastrophe naturelle, et qui va se transformer éventuellement en un choc économique, puis dans un choc politique. Et tout ceci se diffuse au niveau de la planète. Et je pense, personnellement, que la grande sécheresse qui a affecté, et les feux qui ont affecté la Russie et l'Ukraine l'été dernier, se sont transformés par un embargo sur les exportations de céréales de ces deux pays-là, qui ont fait qu'il y a eu un rationnement et une explosion du prix dans beaucoup de pays importateurs en raison de la division internationale du travail, et qui a fait que, effectivement, la population de ces pays-là a subi de plein fouet un renchérissement du panier alimentaire. Comme dans le même temps, il y a eu des énormes inondations au Pakistan, qui est le premier exportateur de coton au monde, et il y a eu aussi des problèmes pour tous les pays qui avaient choisi l'industrie textile comme spécialisation. Donc vous voyez, tout ceci interagit, et le monde est un village, et dans ce village, quasiment tout rentre en résonance. Alors il faut savoir que la résonance en matière de choc, c'est des phénomènes dans lesquels de diffusion dans des systèmes qui prennent des voies relativement étranges, certaines évidentes, certaines apparentes, certaines souterraines, et tout ceci donne cette impression de manque de maîtrise du monde, avec des gouvernants qui font face à ces ripple effects, comme on dit en anglais, c'est-à-dire ces effets de diffusion, ces effets de vagues ou de vaguelettes, et une partie de la population rejette à l'heure actuelle la globalisation parce qu'ils ont le sentiment que les gouvernements nationaux ne maîtrisent plus rien, ont beaucoup de mal à maîtriser ce qu'il se passe, sont des observateurs un peu passifs de tout ce qui se passe, et qu'au niveau international, les problèmes de coordination et de coopération ne sont pas arrivés pour le moment à trouver les solutions à ces phénomènes de globalisation. La hausse des matières premières, la hausse du prix du pétrole, le lendemain, les problèmes de rationnement de quantité, les mouvements de population, le terrorisme, qui est un phénomène global. Quand j'ai toujours cité, le terrorisme était régional jusqu'en 2001, il est devenu global, et tous les pays de la planète sont concernés par ce qui s'est passé. L'exemple du Japon, effectivement, a montré que l'industrie, notamment l'automobile et l'électronique, est une industrie globalisée et surtout parcellisée. C'est-à-dire qu'on a disséqué les produits en sous-ensembles pour optimiser la fabrication là où c'est supposé le moins cher. Et ensuite, les produits font 4 fois le tour du monde pour arriver chez le consommateur. Et là, qu'une usine s'arrête au Japon et toute la chaîne s'arrête au niveau mondial. Alors, est-ce que ça ne va pas amener les groupes industriels et aussi les groupes d'État à réfléchir et à se dire est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné relocaliser certaines productions pour éviter ces risques ? Comment avance l'histoire ? La petite, la moyenne et la grande histoire. C'est toujours un choc qui la fait avancer. Il faut un choc, et tout d'un coup, on va élaborer des réglementations. On le voit avec la crise financière et ensuite la vague de réglementations
qui affectent le système financier et le système bancaire. Et c'est la même chose pour les entreprises. Vous avez une difficulté, un accident majeur, et vous allez changer la façon dont le business model va être conçu et ensuite appliqué. Donc ce que vous dites est tout à fait vrai. On découvre à l'heure actuelle qu'effectivement, s'il y a une espèce de monopole national sur la production de certains éléments ou certains composants, eh bien, et si vous n'avez pas diversifié vos sources d'approvisionnement, vous avez une fragilité, oui. Incroyable fragilité qui peut mettre en cause votre propre développement, alors même que c'est une catastrophe naturelle qui s'est développée mais au bout du monde. Ça plaide à la limite contre la globalisation. Non, ça veut dire qu'il faut... Pas du tout, pas du tout. Imaginons qu'au contraire, vous ne produisiez dans votre propre pays ces éléments et que tout ceci, et que tout d'un coup vous soyez affecté par une série de phénomènes, y compris d'ailleurs le protectionnisme qui veut qu'on voudrait ne plus vous exporter des composants absolument nécessaires à votre production. Pas du tout. Je crois que ça plaide en faveur de la diversification et la globalisation permet la diversification. Si vous avez beaucoup de producteurs de blé, beaucoup de producteurs et que vous avez accès à tous ces marchés, beaucoup de producteurs de matières premières, vous avez évidemment davantage de possibilités de diversifier vos approvisionnements que si vous n'en aviez qu'un. Ça va dans le compte de la division internationale, d'une certaine division internationale du travail. Mais la division ne peut pas être absolue. La division absolue voudrait dire qu'il y a des monopoles. Oui, et donc le monopole est sans doute quelque chose qui est absolument insupportable. Je suis pour la concurrence et je crois à l'allocation par les marchés des forces productives. Et la globalisation met en concurrence des espaces productifs. Mais ça ne doit pas conduire à un monopole. S'il y a un monopole, vous avez une déformation des prix, vous avez le système de rente, et les systèmes de rente sont toujours au détriment de l'ensemble des opérateurs du système. Donc vous ne me ferez jamais dire que je suis pour la globalisation parce que ça permet de générer des monopoles qui vont permettre à certains de s'enrichir au détriment des autres. Au contraire, la globalisation, sa mise en résonance, des espaces productifs, et dans lequel, effectivement, il y aura concurrence entre les espaces productifs, mais il ne doit pas y avoir monopole. Mais cette concurrence entre les espaces productifs, est-ce que ce n'est pas finalement l'organisation du monde, du village mondial, en quelques sous-villages régionalisés ? La réponse est oui. En même temps, le politique est toujours en retard. Parce que la globalisation, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été mise en œuvre. Il y en a eu une première à la fin du 19e. Hein, il y en a eu une première qui s'est mal terminée. Qui s'est mal terminée d'ailleurs. Si vous voulez, il y a toujours ces grands battements de l'histoire. À un moment, vous avez une grande force à la mondialisation ou à la globalisation. Et puis après, vous avez toujours des contre-tendances qui apparaissent. Et on a vu le refractionnement du monde tout au long du XXe siècle. Un refractionnement dans lequel la moitié de la planète n'était pas intégrée à l'économie monde, abrité par des systèmes différents, des droits de douane et l'absence d'échange. Donc là, pour le moment, on a de nouveau une grande période de globalisation, que je date à peu près il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. 1990, oui. Sans doute. L'effondrement de l'URSS. L'effondrement de l'URSS, et puis après, la grande date pour moi, c'est l'entrée de la Chine en 2002 dans l'OMC, dans l'Organisation mondiale du commerce, la montée des BRICS. Bon, tout ceci est encore une fois un phénomène bien connu. Mais ce phénomène engendre naturellement sa contre-tendance. C'est-à-dire que la globalisation va engendrer les ferments d'une volonté de refragmentation du monde. Pourquoi ? Parce que si la globalisation n'a que des effets pervers, il n'y a aucune raison que les populations considèrent que c'est un bienfait. Et qu'est-ce qui se passe ? Je crois, et c'est mon intuition profonde, que les pays, les gouvernants ont été en retard dans la réforme des institutions qui permettent à la globalisation de produire le maximum d'effets bénéfiques et de minimiser au maximum les effets pervers. Les institutions sont toujours en retard par rapport à l'histoire. Le temps financier va très vite, le temps économique va moins vite que le temps financier, mais il va très vite aussi. Le temps institutionnel est extrêmement lent. Et je peux montrer un nombre d'exemples considérables dans lesquels on met généralement les institutions en place après les sinistres, des grands sinistres historiques, Bretton Woods, le FMI, l'ONU, toujours après les grands sinistres. Et ils n'arrivent pas à coucher, et ça c'est vraiment un des problèmes de notre monde, on n'arrive pas à coucher des institutions des réglementations sur une base rationnelle de dire voilà ce qui pourrait se passer. Moi je suis probabiliste, voilà ce qui pourrait se passer. Et essayons d'imaginer que ce qui se passe, comment va-t-on faire face à ce phénomène-là ? Et d'essayer de manière rationnelle de mettre en place les réglementations et les institutions, non pas ex post, après sinistre, qui me semble être, à mon avis, le contraire d'une vision rationnelle des choses, mais ex ante, en se disant si ceci devait se produire, eh bien, imaginons les scénarios qui permettront d'endiguer le phénomène et de minimiser ses effets pervers. On l'a pas fait dans la globalisation. Un exemple. On signe l'accord de l'OMC avec la Chine en 2002 et on laisse la Chine accéder à tous les pays au monde, membres de l'OMC. Parfait. Mais on a oublié
qu'il fallait sans doute régler le problème du change. Du monétaire, oui, c'est fondamental. Oui, mais l'OMC est en charge des échanges de biens et de services, mais pas des problèmes de change. Pas des problèmes de change. On dit que c'est une autre institution qui n'a pas vu passer l'histoire. L'histoire s'est faite, et effectivement, depuis 10 ans... Concurrence déloyale. Il y a une concurrence absolument déloyale. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Mais c'est les institutions qui sont en cause, c'est pas la globalisation. Si en 2002, on avait conçu l'ouverture de la Chine de manière globale, et qu'on avait dit « Welcome dans le club, bienvenue dans le club », bienvenue dans le club de l'échange mondial. Qui a des droits et des devoirs. Mais le port de la cravate monétaire est obligatoire, et ce qui signifie que vous devez, avec une série de phases bien entendu, autoriser la libre convertibilité du yuan, eh bien nous serions dans un monde différent et on vivrait sans doute la globalisation de manière plus positive qu'à l'heure actuelle, avoir des concurrences déloyales. C'était peut-être pas la Chine poursuivre une stratégie, et sa stratégie de puissance, de recouvrement de sa puissance, qui passait justement par le PEG, par le lien dollar dollar-yuan. Mais écoutez, si on pense, la globalisation va multiplier les interactions. Par définition, puisque c'est la mise en résonance, comme je disais, des espaces. Il est évident qu'il faut réfléchir aux voies et moyens qui permettront d'éviter que ces chocs se propagent, parce qu'autrement, la tentation de la refragmentation du monde va être extrêmement forte. Ben, elle est déjà grande, oui. Et les crises économiques, les crises financières et les crises économiques portent toujours en germe, à la fin de ces crises, la tentation du protectionnisme et aussi la dérive populiste. Et on le voit dans tous les pays à l'heure actuelle. On a à la fois développement du populisme, mais enfin, etc., et développement de formes de patriotisme, sans doute un peu dévoyées, et des formes de protectionnisme dont on voit apparaître ici ou là les en revanche, moi, je suis très inquiet de ça. Et donc la solution positive n'est pas de nier ces problèmes-là, c'est comme à l'Europe, d'essayer de trouver les voies et moyens qui permettent d'éviter la crise. On aurait pu éviter la crise grecque. Moi, dans ma petite société, je n'ai aucune exposition à un certain nombre de pays dans la Grèce. Mais je ne l'ai pas fait après la crise grecque, je l'ai fait avant la crise grecque. Sur la base d'un raisonnement probabiliste, en disant que la probabilité que la Grèce ait des problèmes était tellement élevée que j'ai vendu toutes les obligations grecques. Pas que les obligations grecques, irlandaises, islandaises, portugaises, espagnoles. J'ai zéro. Mais j'ai zéro avant que la crise survienne. Donc on peut éviter ce genre de choses. Et l'erreur de la crise grecque, c'est que les pays européens, lorsqu'ils ont créé l'euro, lorsqu'on a signé Maastricht en 1992, puis qu'on a introduit l'euro, on avait simplement oublié de mettre en place le mécanisme... Les ajustements, oui. Les ajustements. On a laissé filer les déficits et surtout, on n'a pas mis en place, par exemple, l'institution qui aurait été un fonds de stabilisation européen qui permettait ex ante d'intervenir sur les pays et éventuellement sur les crises de la dette pour éviter qu'on fasse ça à chaud. Quand on traite un problème à chaud... Honnêtement, la Grèce ne peut pas s'en sortir pour le moment. Je suis inquiet je suis de ceux, mais moi je suis honnête, je n'ai pas de responsabilité politique, c'est peut-être pour ça que je fais peu de langue de bois, et je continue à faire peu de langue de bois. La probabilité, je suis probabiliste. Dans un monde de choc, dans un monde stochastique, comme on dit dans notre jargon, qui est plein de développements qui apparaissent un peu aléatoires, eh bien, dans ce monde-là, vous devez faire des scénarios et traiter le monde de manière probabiliste. Donc, il ne s'agit pas d'être gourou en disant voilà ce qui va se passer. Il s'agit de dire quelle est la probabilité que quelque chose survienne. Eh bien, la probabilité à l'heure actuelle qu'il y ait un grand plan de restructuration et éventuellement que la Grèce soit conduite à une situation de quasi-défaut et s'est élevée de manière tout à fait extraordinaire. Quand vous payez 25% de taux d'intérêt, ça veut dire que la prime de risque est de 25%, ce qui veut dire qu'a priori, les marchés à l'heure actuelle donnent une probabilité de défaut de 25%. Oui, mais et ça veut dire que la Grèce, avec un PIB qui a baissé de 7,5%, ils ne peuvent pas rembourser. Donc il faut l'accepter. Mais il fallait se poser la question, non pas maintenant, de savoir comment traiter la situation. On aurait pu éviter cette situation, notamment si on avait imposé à la Grèce, lorsqu'elle est rentrée dans l'Europe et qu'on savait que ses comptes étaient comme ci, comme ça, que l'État était géré n'importe comment, un programme de discipline qui aurait permis d'éviter la situation dans laquelle on est. On est toujours puni par là où on a péché. Mais là, si on a ce défaut sur la Grèce, qui arrivera d'une façon ou d'une autre, il va y avoir, la crainte c'est la réaction en chaîne. On va avoir l'effet sur l'Irlande, le Portugal et l'Espagne. Bon, qu'est-ce qui se passe? L'euro éclate?
Écoutez, il est normal que si on continue un scénario probabiliste, si jamais la Grèce fait défaut ou un plan de restructuration massif dans lequel les prêteurs ont perdu beaucoup d'argent, je veux dire, il y a de fortes chances... Les prêteurs, en l'occurrence, ce sera surtout les États, la BCE. Oui, mais c'est pas puisque les privés sortiraient pour une large partie. La BCE, que voulez-vous, moi j'ai l'habitude de dire quand même que les institutions financières internationales appartiennent aux citoyens, donc je ne peux pas me réjouir. Ce sont les contribuables européens qui... Oui, c'est ça. In fine, c'est toujours le contribuable, de manière directe ou indirecte, soit par l'inflation, soit par la taxe, qui paye les errements. C'est ce que disent les Allemands, qui voudraient que les privés payent. Mais ils ont raison là-dessus. Les privés payent, c'est très bien. Le seul problème, c'est que quand les privés payent ou perdent beaucoup d'argent, vous n'avez plus d'alimentation du tout des marchés financiers, c'est-à-dire que vous avez des pays qui sont privés d'accès au marché des capitaux. C'est déjà une situation. Plus personne ne C'est ce que je dis. C'est une situation absolument catastrophique parce que si vous êtes exclu du marché des capitaux, vous ne trouvez pas les moyens de refinancer les dettes qui viennent à échéance ou de trouver les capitaux qui permettent d'asseoir votre développement. Donc on est face à une situation extrêmement difficile et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé la solution, il faut être très honnête. On a fait des plans de soutien tardifs et mal proportionnés. Quand on en fait deux plans de crise, c'est l'échec de ceux qui devaient traiter la situation. Donc on en fait deux, on est en train de préparer le troisième. Oui. Vous voyez bien que ça se fait. Bon, ça se fait toujours. Je déteste voir, personnellement, cette multiplication des plans de crise, ce qui montre que les institutions n'ont pas fonctionné. Et que les gens n'ont pas pris leurs responsabilités en temps et en heure pour pouvoir éviter la situation. Mais est-ce qu'il faut que la Grèce sorte de l'euro ? C'est aussi un des scénarios probables. Je veux dire, ils ont joint l'euro dans des conditions politiques, parce que le politique l'a emporté sur l'économique. D'un point de vue économique, les conditions n'étaient pas réunies pour que la Grèce rentre dans la zone euro. Mais les politiques ont dit, c'est un grand pays européen. Oui, mais d'accord, mais bon, l'économie se venge toujours. Et donc les politiques ont forcé l'entrée de la Grèce. Et maintenant, on s'aperçoit, quelques années plus tard, que les conditions économiques n'étaient pas réunies. Et comme en plus ils ont divergé par rapport au reste de l'Europe, si vous voulez, le grand écart économique, la politique est un peu impuissante à enrayer à l'heure actuelle ce phénomène-là. Et on le voit bien. Moi, je crois quand même qu'il faut rappeler aux politiques que malheureusement, l'économie a quelques-unes de ses lois, que le déficit public est une chose dont les gens se rengorgent, dans une espèce de vieux keynésianisme désuet dans lequel Moi, j'ai toujours dit, les gens qui croient dans le déficit public pour la croissance, c'est des gens qui croient, comme dans l'effet von Munchausen, qu'on peut s'élever durablement dans les airs en se tirant par les cheveux. Essayez, vous ne vous élevez pas dans les airs en vous tirant par les cheveux, pas plus que vous pouvez bâtir un modèle de croissance à long terme par recours au déficit public. Mais c'est complètement stupide. Enfin bon. Et il y a des gens qui ont cru ça, donc ils ont trouvé benign neglect, comme on dit en anglais, c'est pas grave, on remboursera plus tard, les générations futures payeront. À chaque fois qu'on a dit les générations futures payeront, elles n'ont jamais payé. Donc, les Américains sont les champions là-dessus. Mais je suis aussi critique vis-à-vis de l'endettement public américain qui fait 10% du PIB que l'endettement public grec qui est supérieur à 10% du PIB. Dans les deux cas, je crois qu'il y a une erreur d'analyse économique. J'ai toujours cru, et je reste un économiste vraiment traditionnel, la recette de la croissance à long terme et du développement repose toujours sur les mêmes ingrédients. La recette est aussi simple que la recette de la tarte à la pomme. C'est quand même pas compliqué de faire une recette tarte à la pomme. C'est pas très compliqué de comprendre la croissance. Je veux dire, le problème de la population, le capital humain et son éducation. Vous sacrifiez l'éducation et la formation des gens, vous n'aurez pas de gains productifs, vous n'aurez pas de croissance. L'investissement productif dans les entreprises, dans les hauts de bilan, vous avez un retard d'investissement productif, vous ne mettez pas ça dans les entreprises, vous les empêchez de se développer, vous aurez moins de croissance. Et puis après, une organisation sociale, une organisation de la société, de l'État, de façon à ce que les charges collectives ne pèsent pas trop. C'est d'une simplicité biblique. Ça a pris 30 secondes et encore, je veux dire, bon, à la place de ça, on essaye toujours, évidemment, c'est embêtant de passer son temps à accumuler du capital et de l'investissement, c'est embêtant de former les gens et de réformer les systèmes éducatifs, et c'est embêtant de réformer l'État. Mais alors on essaie de trouver des voies alternatives, on croit à des tas de choses. Non, revenons à back to basics, revenons à des choses relativement simples. Quand les pays, notamment européens, auront compris qu'il faut rebâtir leur modèle de développement comme on l'a eu historiquement lors des grandes révolutions industrielles, je suis désolé, comme disait Jean-Baptiste Say, faites des enfants, faites de l'épargne, faites les deux, c'est encore mieux. Je crois qu'on terminera là-dessus. Denis Kessler, merci.